Christian Porzamparc, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir et merci de me recevoir dans votre cabinet d'architecte à Paris. Un très grand merci de me consacrer quelques de votre temps et de vos minutes. Je voudrais tout d'abord, Christian Porzamparc, commencer par une citation d'un auteur américain. Un jour, on lui demandait de se définir et voilà ce qu'il dit. Donc c'est Stephen Covey. Je ne suis pas le produit des circonstances, je suis le produit de mes décisions. Et vous, Christian de Porzamparc, qui êtes-vous? Je crois qu'il serait prétentieux de dire que je suis le produit de mes décisions. On est tout le temps dans un va-et-vient entre les circonstances, ce qu'il advient, ce qui nous est imposé ou les chances qui nous arrivent et les décisions de ce que nous en faisons, de ce que nous en tirons. Donc je pense que vraiment il y a un équilibre des deux pour moi. Il y a un écart entre les circonstances et les... Oui. D'accord. Et en revenant sur les périodes de la vie, on a le moyen de se rendre compte qu'on a pris des bonnes décisions, des décisions clés, mais parce qu'une chance se présentait, on a pris aussi quelquefois des mauvaises décisions. Et on essaye que ce soit le moins souvent le cas. C'est vrai que dans le métier que je fais, dans la construction, de l'architecture, si un bâtiment est réussi, on peut dire qu'il y a 95% de bonnes décisions. D'accord. Il n'y a pas eu de... Et surtout, il y a eu des gens qui ont su exécuter ou améliorer ces décisions. Dans tous les cas, une bonne décision ou une mauvaise permet non seulement la prise de recul, mais la construction humaine. On se construit à travers les décisions que nous prenons. On se construit, la vie prend des orientations, surtout dans la jeunesse. Oui. La vie prend des orientations différentes. Et il m'est arrivé après ou avant des décisions qui engageaient ma vie, de ne pas dormir une nuit, tellement c'était important. Vous savez, la veille comme ça Donc on sent que c'est des moments où on a quelque chose qui est une clé. Des moments charniers, oui. Finalement. Alors ça peut être pour tous les aspects de la vie professionnelle, mais aussi intime, bien sûr. Christian de Porzamparc, pour tous les étudiants, simplement, est-ce qu'en quelques secondes, vous pouvez, même si c'est très difficile, mais nous donner les grandes lignes de votre carrière professionnelle? Je passe mes bacs à Rennes. Je découvre dans une librairie pas mal de livres. Je lis beaucoup. Je découvre un intérêt pour l'architecture dans un livre sur Le Corbusier et un dessin de lui m'intrigue. Et je décide de faire l'architecture comme étude. Mais je ne les ferai pas à Rennes parce que j'ai dit que j'étais un peu déçu en allant voir l'école de Rennes. Et donc je vais à Paris et là je vais vivre presque une école négative parce qu'elle est très archaïque et traditionnelle, disons. Et on a une envie de transformer, de s'adapter au monde qui vient. Donc c'est des études qui nous conduisent, moi et ceux dont j'étais proche, nous ont conduit à remettre en question l'enseignement, tout en comprenant qu'il était bon aussi. C'est une démarche complète d'avoir les deux aspects. Et d'être passionné de l'architecture contemporaine et en même temps de découvrir que l'Italie c'est formidable. Mais c'est quelques années après. Oui. Parce qu'aux premières années, on se dit que l'Italie c'est le passé et qu'il faut mieux connaître l'avenir. Et puis après, mais je vais être assez politisé dans la fin des années 60, au moment de mai 68. Et puis, j'ai toujours dessiné beaucoup. Et je me trouve faire des concours d'architecture, toujours dans l'esprit de l'émulation de l'école, sans penser à une carrière du tout.
Et au fond, je ne me voyais pas du tout architecte avec une agence et une carrière. Je me voyais plutôt. J'ai déposé un projet de recherche, plus philosophique si vous voulez, au ministère de l'Équipement, et j'ai gagné une recherche. Et puis j'ai proposé un château d'eau qui devenait une tour végétale à Marne-la-Vallée, et on me dit mais c'est bien, mais faites-le. Et du coup j'ai quitté le projet de recherche aux grandes dames de celui qui en dirigeait, qui s'appelait Jean-Paul Lesterlin, qui disait mais c'est un de nos meilleurs projets de l'année, et ça me donnait de quoi vivre pendant 1 ou 2 ans. Et j'ai dit non, ce sont 2 lobes du cerveau, je vais être dans le dessin d'un projet. C'est une chance de faire quelque chose si jeune, de démarrer par une. Donc je ne vais pas arriver. Et quand je suis dans la réflexion, le texte, je suis dans un autre monde. Et je fais des concours et je gagne. Après, 2-3 ans après, je gagne un grand concours pour ce qui s'est appelé, que j'ai nommé les hautes formes. Et ça met quand même 4-5 ans à se construire. Mais en 79, ça apparaît et ça me donne une grande notoriété. Donc après, je me suis retrouvé avec des projets et une agence. C'est pas ce que j'avais pensé, mais la scolarité ne vous apprend pas à être un manager. Oui. Elle ne vous apprend pas non plus très bien à construire. On s'efforce de faire des beaux projets. On est dans la conception, dans le concept. Et donc j'ai appris sur le tas peu à peu. Et de projet en projet, j'ai eu des prix, j'ai été amené à construire en France et puis dans le monde. Dont le dernier, en 2021, vous avez reçu la grande distinction, ce qu'on pourrait appeler le Nobel de l'architecture. Alors j'ai reçu en 94, j'étais assez jeune pour ça. Mais depuis, j'ai eu d'autres prix, le Premium Impérial. Voilà. Mais j'ai eu la chance et l'intérêt de construire au Brésil, de faire des études un peu partout. À Los Angeles, à New York, en Corée, au Japon, et puis... en Inde, non? En Inde, non. Non. Mais en Chine, là, on vient, Elisabeth et moi, de finir, on est en train de finir un grand bâtiment important. Avec le Covid, ce n'est pas très commode. Et après cette période, dès l'année 80, je rencontre Elisabeth Jardim Neves et on va se marier quelque temps après. Et on partage un intérêt pour l'art, pour la réflexion, et les sociologues de formation, les sociologues urbaines. Et petit à petit, elle s'intéresse à l'art, au design, et on a chacun nos activités professionnelles, séparées. Oui. Et puis, plus récemment, avec la crise financière de 2008, on a rassemblé, non pas on continue à avoir nos projets et nos équipes, mais on a rassemblé tout ce qui est économique, gestion, parce que c'était lourd et compliqué de traiter tout ça. Voilà. Mais alors, Christian de Portzamparc, en préparant cette interview, je me suis aperçu que vous définissiez votre agence comme un laboratoire urbain. Quelle définition pouvez-vous donner de la ville? Qu'est-ce qu'une ville? Laboratoire urbain, c'est un aspect important de mon travail qui porte sur l'urbanisme. Alors que le travail le plus évident et courant, c'est que j'ai construit des bâtiments. Alors, ce sont 2 postures et 2 positions différentes. Vous faites de l'urbanisme, vous prévoyez les règles du jeu pour faire un quartier. C'est ça. Dans lequel il peut y avoir 15, 20, 30 architectes différents qui vont travailler. Et c'est très important parce que c'est plus difficile à réussir. C'est ce que notre époque ne sait pas faire, je trouve. Alors que des bons bâtiments, on est en mesure de produire, de faire un bon bâtiment. Une définition de la ville, c'est quelque chose qui est en transformation considérable. La ville d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle d'il y a 50 ans et encore moins à celle d'il y a 100 ans.
j'ai beaucoup réfléchi et fait de conférences et travaillé sur ce thème, des transformations qui ont eu lieu au XXe siècle et qui plus récemment sont en train de se produire. Si j'avais à vous dire quelque chose sur ce que c'est que la ville, je dirais de façon un peu abstraite, certes, c'est d'abord pour moi un fait anthropologique. Alors que beaucoup de gens voient la ville, et pour un architecte, voient la ville selon ses aspects techniques, la voirie, les commodités, et bien sûr il faut, et tout ce qui fait marcher une ville, les services innombrables, et une certaine efficacité constamment et surtout depuis la guerre, si vous voulez, à insister sur le fait de trouver des solutions techniques aux problèmes des villes, aux problèmes de la démographie, aux problèmes de l'énergie, aux problèmes de la pollution, aux problèmes des transports, aux problèmes des inégalités sociales, des relégations, etc. Il faut trouver, il y a énormément de choses. Mais je trouve que quand on le comprend comme une anthropologie, ça veut dire que l'on comprend que c'est au cœur de notre existence et notre existence ensemble, d'humanité si vous voulez. C'est un phénomène central dans la culture. Et bien que nous ayons à faire des plans et des volumes et à réfléchir à la lumière, à tout cela, ce que nous faisons comme architectes et à urbanisme avec la ville, avec l'espace de la ville, avec l'espace entre les bâtiments qui m'intéresse beaucoup, que je trouve très important, tout cela c'est pour permettre la vie de communautés importantes et elle est décidée cette chose-là par 1000 acteurs. Elle concerne tous les aspects de la vie et intime et en groupe. Et quand je ne sais pas si vous me saisissez quand je dis l'aspect anthropologique me semble essentiel, c'est que elle a une longue histoire et que la modernité la transforme, mais que en l'étudiant, en y faisant attention, on s'aperçoit que son passé est toujours là et nous importe beaucoup, qu'elle dit le temps, qu'elle est un phénomène qui existe dans le temps. On y côtoie ce qu'ont fait nos ancêtres, et on le transforme et on va léguer à nos enfants quelque chose qui est quelquefois trop achevé et fini, ils ne sauront pas comment s'en débrouiller, ou qui permet peut-être de se transformer, et où peut-être des choses qui ont un siècle et 2 siècles auront une vie parfaite encore demain. Donc cette persistance et cette existence dans le temps de la ville, je dirais c'est comme un calendrier métaphysique. Ça nous montre que des choses ont eu lieu, et qui sont précisément la civilisation. Et je dirais aussi que du coup, la perception de la ville, c'est comme une métaphore, si vous voulez, de la société entière. À partir de la ville, vous devinez, vous percevez, vous êtes environné par une culture qui est celle de l'humanité, de la société. Moi, je trouve très intéressant, il y a 2 mots que je trouve intéressants dans ce que vous dites, c'est l'anthropologie, parce que je rappelle que Devenir pour agir, c'est un cercle de philosophie et d'anthropologie, donc vous voyez, ça nous rejoint. Le côté métaphysique aussi m'intéresse beaucoup, et je voudrais citer Le Corbusier. Tout à l'heure, vous le citiez au début de l'entretien, et voilà ce qu'il souligne: les matériaux de l'urbanisme sont le soleil, le ciel, l'acier, le ciment, dans cet ordre hiérarchique et indissoluble. Le soleil, le ciel. Finalement, c'est cet élan métaphysique. Pourquoi, selon vous, Le Corbusier a cet ordre et cette hiérarchie? Je pense que là, il ne parlait pas de l'urbanisme, il parlait de l'architecture moderne, dans cette citation, parce que son époque, c'est de construire avec le béton, construire avec l'acier et le verre. Le soleil, maintenant, on en aurait une appréhension différente en disant qu'il faut savoir s'en protéger, en même temps qu'il faut savoir en profiter.
Je dirais cette citation, elle date beaucoup pour cette raison, vous voyez. Parce que les matériaux de l'urbanisme, c'est en fait, pour moi, c'est des communautés, des gens. C'est des tropismes et des flux. Ils vont aller ici et ils vont aller là, ils en ont besoin. C'est des territoires. Et on n'est plus comme à l'époque de Le Corbusier où on disait qu'on allait faire une ville neuve complètement sur un territoire. Tout est déjà bardé de constructions, de traces. Et partout où nous construisons, nous faisons de l'urbanisme, nous intervenons dans un milieu qui existe déjà. Oui. Nous décidons de transformer tel bâtiment, de détruire celui-ci, de faire passer une route là, de bouger quelque chose. Nous transformons quelque chose qui a été en général raté. C'est-à-dire que c'est raté, ce n'est plus adapté à notre époque, ou ça a été fait trop vite, ou ça a été fait avec des critères techniques qui fait que c'est difficile à vivre. Une grande part de la modernité de l'après-guerre, au point de vue urbanisme, est difficile à vivre et qu'on est amené à le transformer. Une grande part. Alors ce serait long de rentrer dans ça, mais si vous voulez, c'est très important dans l'appréciation qu'on peut avoir, c'est que on est amené à transformer plutôt qu'à fonder. D'accord. C'est pour ça que je vous dis, on est dans des milieux où il y a beaucoup de choses qui sont déjà là. Ce n'est plus le temps où Le Corbusier, en 1925, fait une ville pour 3 millions d'habitants, de A à Z, tout est là. Et il l'appelle la ville sans lieu, c'est-à-dire que ça peut aller n'importe où. Un objet universel, comme ceux qui sortent de l'industrie. Pour nous, c'est une folie. Une ville ne peut pas exister sans lieu, elle est quelque part. Et dans ce quelque part, elle a hérité de toute une archéologie, de toute une anthropologie, elle a hérité de techniques de construction. Il y a d'anciens couvents qui ne sont plus des couvents, il y a d'anciennes masures, il y a des ponts qui s'effondrent, il y en a des nouveaux. Il y a toute une chose qui est déjà là, si vous voulez. Une chose qui vit en plus, avec des gens qui y habitent. Et tout ça, ça s'est étalé considérablement. Les villes, après la guerre, ont grandi 4-5 fois leur surface. Ils ont doublé leur population, et dans certains pays, ils ont beaucoup plus que doublé. Mais ce boom-là a été fait avec efficacité, parce qu'il y avait beaucoup de sans-logis. Mais avec une certaine hâte. On disait dans ma jeunesse, je me souviens, que c'était provisoire et que c'était pour dans 30 ans, on referait. Mais non, les cités, on ne les a pas refaites, elles sont toujours là. Le provisoire est devenu... Et on disait, on est obligé de faire vite, il fallait répondre aux cris de l'abbé Pierre et des sans-logis. Et on l'a fait, et vous voyez, on n'est pas capable de... On est amené à transformer. Voilà. À transformer. Alors, Christian de Porzenparc, je voudrais réfléchir d'une manière philosophique et architecturale et anthropologique sur la conception de l'espace. Vous en avez parlé tout à l'heure. Je voudrais, en préparant cette interview, j'ai réfléchi et je voudrais vous demander de réfléchir sur cette phrase du dessinateur François Schwittlen, qui affirme « Les lieux ont perdu une dimension d'étrangeté et de mystère. Il faut revendiquer l'espace. Il faut revendiquer l'espace inutile, gratuit, comme il faut revendiquer le temps perdu. Car l'espace inutile, au fond, est le lieu le plus utile, c'est le lieu du désir et de la narration. » Christian de Porzenparc, ma question est la suivante. Quelle est, selon vous, quelle est pour vous l'utilité de l'espace inutile? C'est une nécessité qui est la liberté de l'être. C'est-à-dire de l'être, de l'âme, de pratiquer l'espace avec plaisir et d'y avoir des endroits auxquels on n'avait pas pensé, d'y découvrir des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Mais l'espace, quelle définition donnez-vous de l'espace? L'espace étant... parce que c'est tellement large. Oui. Ça donne lieu à beaucoup de malentendus et d'ambiguïté. C'est ça. Mais vous m'avez aussitôt dit les espaces utiles ou inutiles de Schwitters.
C'est pas parce que l'espace est très grand qu'il va avoir, il est plus grand qu'il va avoir plus d'utilité. C'est plutôt l'espace n'est pas une chose fonctionnelle. Ah, c'est intéressant. Vous voyez? Oui. On peut croire qu'en architecte, on a des mètres carrés, il y a une cour, il y a des mètres carrés, il y a de la lumière, etc. En fait, ce n'est pas que ça. C'est notre mémoire d'enfant, c'est la liberté du jeu des enfants, ça c'est l'espace, dans toute sa plénitude, si vous voulez. Et on ne peut pas l'assimiler à un espace utile, car on ne sait pas comment on l'utilisera. Et un enfant peut, sur 2 mètres carrés, faire un monde et ne pas avoir besoin de 60 mètres carrés. Oui. Donc c'est une chose, c'est une disposition mentale, si vous voulez, que de prendre l'espace comme un lieu de plaisir, de découverte, de mystère, d'aventure, de mémoire. De mémoire. Vous savez que on est construit aussi par notre mémoire, et la mémoire des lieux où l'on a vécu est très importante. On se souvient des chambres où on a habité. Et ça nous aide à nous souvenir de beaucoup d'aspects de la vie. Donc l'espace a toujours eu cet aspect. D'ailleurs, ça a été utilisé pour la mémoire avant l'écriture. Se souvenir des espaces d'un palais était un moyen de préparer un discours. Dans la chambre numéro 3 à droite, tu parleras du roi, et dans la chambre numéro 2 à gauche, tu parleras des courtisans. Et là, tu parleras de la reine quand tu arrives au bout. Oui. Et c'était un parcours. D'accord, oui. C'est connu. Donc l'espace, c'est quelque chose de nécessaire. C'est notre être, nous sommes dans l'espace. Mais nous sommes aussi des êtres de langage. Et pour moi, espace et langage, ce sont 2 domaines, un peu comme l'air et l'eau. Et nous sommes tantôt poissons, tantôt oiseaux. Nous sommes très rarement les 2 à la fois, et nous passons d'un état à l'autre. Et quand vous me demandez ce qu'est l'espace, c'est difficile de donner une définition simple, mais souvent, j'ai dit c'est le vide où nous sommes. Et les gens ne me comprenaient pas, mais c'est quoi? C'est angoissant cette notion de vide. Et un jour dans le Tao Te Ching, je vois une phrase où Lao Tzu parle de l'espace, et il y en a 2 fois, il en parle. Il dit ma maison, ce n'est pas le toit, ce n'est pas les murs, ce n'est pas le sol, mais c'est le vide entre ces choses, parce que c'est là que je vis. Et quand j'ai cité ça, les gens venaient après dans des conférences me dire « Ah, c'est très clair là, l'espace là au-dessus, je vais le retenir, je l'ai noté. » Et en fait, pourquoi il est clair? C'est parce que Lao Tzu ne donne pas une définition abstraite, comme dans la philosophie occidentale, il convoque une expérience. C'est ça, c'est ça, c'est ça, et c'est là que je vis. Et on se dit, ah ben oui, ça paraît une évidence. Il a campé un décor, en quelque sorte, matériel, physique, et il vous dit, c'est le vide. Et il ne dit pas le mot vide tout seul, il vous installe le plein qui est autour, alors on comprend. Et tandis que moi, quand je disais l'espace, c'est le vide. Mais c'est quoi le vide? Ah oui. Vous voyez? Donc, c'est intéressant de se dire que l'espace, eh bien, c'est ce qui est entre la matière, entre les choses, entre les bâtiments, entre moi et la table, il y a un espace. Donc, c'est l'espacement, et c'est extrêmement important, puisque c'est ça qui nous permet le mouvement, c'est ça qui nous permet de bouger. Mais en fait, la plupart des gens ne s'intéressent pas du tout à l'espace, parce que on n'en a pas conscience. On a conscience de la chaise où on va aller s'asseoir. C'est ça. On est attiré par les objets, les choses, les corps. Mais l'espace qu'il y a entre nous deux, il n'y a que certains métiers. Les cinéastes, le théâtre s'intéressent beaucoup à ça. Entre 2 êtres, qu'est-ce qui va se passer? Et puis l'architecture s'intéresse à ça. Mais sinon, ce n'est pas une notion qui tombe sous le sens, si vous voulez. Que faire de cette idée d'espace? Il y a des choses, et c'est ça qui nous importe. La richesse, les biens matériels, ce sont les objets, ce sont les choses. C'est pas le vide. Voilà, alors c'est une question qui nous préoccupe toujours, et quand on fait de l'architecture, qu'on fait un projet, que ce soit l'urbanisme ou l'architecture, on est justement amené à converser, à réfléchir avec cette notion d'espace, sans cesse. Vous l'avez sans doute lu,
Christian de Portzamparc, le grand livre d'Heidegger, Bâtir, habiter, penser. Et au chapitre 17, intitulé Le philosophe et la ville, je voudrais le citer parce que en travaillant il y a quelques années cet ouvrage, je me suis toujours posé la question suivante, mais d'abord je le cite: la véritable crise de l'habitation ne consiste pas dans le manque de logement, elle réside en ceci que les mortels en sont toujours à chercher l'être de l'habitation et qu'il faut d'abord apprendre à habiter. C'est le remède au déracinement que de conduire l'habitation à la plénitude de son être. Christian de Portzamparc, je me suis arrêté sur une expression: apprendre à habiter. Faut-il apprendre à habiter comme des parents apprennent à leurs enfants à manger ou à... Vous savez que Le Corbusier disait la même chose, mais dans un sens totalement différent. Il disait, et Oscar Niemeyer disait la même chose, les gens n'ont pas compris l'architecture moderne, le monde de demain. Il faudra qu'ils apprennent à habiter. Sous-entendu qu'ils apprennent à habiter dans les cellules minimales que Le Corbusier prévoyait, standard, le plafond qui avait baissé, etc. Qui n'est pas forcément une catastrophe, ces cellules sont habitables. Mais je veux dire, cette idée, il faut leur apprendre à habiter, me choquait. Quand j'ai commencé par admirer Le Corbusier, puis peu à peu, je me suis aperçu du caractère extrêmement schématique, voire extrêmement négatif de son urbanisme. Notamment, la mort de la rue. Il a voulu supprimer les rues. Je pense que la rue, c'est l'espace anthropologique, pour le coup, essentiel, qui est à la fois utile et inutile. Oui. Car on arrive à faire sans, on peut se débrouiller à faire sans, mais là on a une perte considérable de serendipity, comme disent les Anglais, c'est-à-dire de rencontres, de chances hasardeuses, non prévues. Voilà, le déroulement merveilleux de la vie a besoin de cela. Alors, apprendre à habiter chez Heidegger, je pense que c'est tout autre chose. C'est avoir conscience de soi habitant le monde. Il ne s'en tient pas seulement au logement. On habite. L'être là. Oui, et on habite une ville, un quartier, on habite une mémoire, on habite. Le mot habiter est peut-être plus large chez lui. Mais c'est drôle que j'avais jamais fait le rapprochement entre cette phrase et celle de Le Corbusier qui nous avait petit à petit choqués dans les années 60. On disait, mais il veut que les gens apprennent à habiter, alors que nous devrions apprendre à savoir comment ils habitent ou comment ils veulent habiter. On avait au contraire à apprendre quels étaient les besoins, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs dans un continent et un autre, un climat et un autre, une organisation sociale et une autre aussi. Voilà. Alors, mais alors, est-ce qu'on n'apprend pas à habiter encore plus au XXIe siècle et plus encore en prenant en compte toute l'écologie J'allais vous le dire, on parle là en mettant de côté cette question qui est centrale aujourd'hui et qui est très intimidante, très angoissante. La planète, son avenir est sérieusement en question, et on sait que dans la plupart des métiers, notamment dans le métier de construire, on n'arrange pas les choses. Et oui. On peut se dire qu'on va employer les bons matériaux et améliorer et avoir moins de transport de matériaux, etc. On peut penser tout ça. Ça se met en place quand même très lentement. Oui. Et l'inquiétude aussi que nous pouvons avoir, c'est que plus il va falloir le mettre en place avec efficacité et rapidité, plus on aura une vision uniquement technique de la construction de la ville, de l'urbanisme, de l'architecture. Conception qui est un peu celle des années 50. La technique peut tout faire. Donc si on a le chauffage, la bagnole, le mur qu'il faut, etc., on peut avoir la même cellule à Buenos Aires et à Moscou. C'est cette idée que la technique résoudra. Ça, c'était il y a 70 ans. Et aujourd'hui, on sait que la technique elle-même, elle est fantastique, mais elle est en même temps porteuse d'une logique
qui s'est montrée destructrice. Oui, voilà ça. Est-ce que la technique doit tout faire, voyez, Et entre le la pouvoir et le technique- devoir? Non, on sait qu'on doit réviser notre emploi de la technique. C'est ça. Savoir qu'elle elle doit être retournée et servir autrement. Donc ça demande un travail spécifiquement technique. Et le danger qu'on peut ressentir, c'est qu'on oubliera justement ces choses très importantes qui sont la qualité de l'espace, de l'habiter et même de la beauté. Parce que tous ces mots-là seront superfétatoires, seront quand on arrive dans les urgences de construire parce qu'on aura un grand manque de logements. On ne fait pas la moitié des logements qu'on devrait faire pour accueillir les générations qui naissent maintenant. On ne construit pas assez de logements. En France, je veux dire. En France, oui. Mais dans la plupart des pays, c'est aussi le cas. Donc il y aura des crises de logement probablement, c'est désagréable de l'imaginer, de le dire. Et en plus, on aura à construire vite et écologiquement acceptable. Donc ce sera une équation difficile. C'est ce que dit Eric Orsena, l'académicien, qui parle que les villes ont toujours de plus en plus des possibles pour pouvoir non seulement répondre à l'attente de la société, mais aussi et en même temps répondre à l'urgence environnementale. Oui. Ma dernière question, malheureusement, Christian Porzampar, parce que le temps est arrivé à échéance, mais vous parliez de la beauté. L'architecte, l'immense architecte que vous êtes-vous au service de la beauté? Quelle est la place de la beauté dans les constructions que vous... Écoutez, je vais vous dire que ça paraît un luxe, mais en fait, c'est ce qui m'a toujours animé. Je crois que c'est le cas de quand même beaucoup de gens. Et la beauté, si vous voulez, elle se ramifie en milliers de formes différentes. Elle existe dans le fait que vous permettez dans une construction, dans un espace, que toutes sortes de vies soient possibles, qu'il y ait des rencontres. Ça fait partie de la beauté, de même que le confort qu'on peut y trouver ou l'acoustique font partie de la beauté. C'est un ensemble assez... Et c'est aussi une expression sculpturale, plastique, picturale. C'est donc beaucoup de... C'est aussi une part dont nous avons besoin, qui est imprévisible, qui est mystérieuse, qui fait que on a envie de faire quelque chose qui qui a encore été jamais vu. Alors c'est pas vrai qu'on fait ça tout le temps, mais on a ce besoin de renouveler notre perception du monde. On est quand même orienté depuis le XXe siècle avec une idée que le devenir, le futur est une chose merveilleuse. Alors que avant, encore au XIXe siècle et au début du XXe, l'autorité était celle du passé, on pouvait se repartir des sources pour l'esthétique. Et là, l'esthétique est quelque chose qui est dans le devenir. Et la grande angoisse, c'est que ce devenir, qui dans les années 60 paraissait un monde qui nous éloignait de la barbarie, ce devenir maintenant, il est inquiété de façon prodigieuse, prodigieuse, dramatique je dirais plutôt, par cette question de la destruction de la planète. Donc c'est vraiment une chose où à un moment donné, on ne sait plus si on saura résoudre ça. Et donc les projets que je fais en ce moment, il existe toujours cette question de la beauté, en même temps que viennent de plus en plus sérieusement, et de plus en plus sérieusement dans la génération qui vient, viennent la question de trouver les solutions écologiques pour construire. Oui.
Christian de Portzamparc. Le moment où cette écologie, si vous voulez, sera pleinement perçue comme d'une esthétique, ce sera une sorte de magie. Parce que l'esthétique, c'est pas un luxe, au fond, c'est une chose mystérieuse qui nous fait agir, qui nous relie, qui nous permet de partager un avenir commun, de partager quelque chose qui ne se dit pas, que nous ressentons, partager une émotion. C'est de l'émotion partagée sur le futur. Donc c'est extrêmement important. Ça existe pas seulement en architecture, évidemment. On est ému par un livre ou un film de la même manière. Finalement, c'est la beauté qui nous entraîne Oui. dans nos différents domaines. Christian de Portzamparc, un très grand merci de m'avoir reçu. Peut-être une toute dernière question à tous les étudiants qui vous regardent aujourd'hui. Quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir? On ne peut pas faire autrement que se dire qu'on est fragile, mais l'humanité a une immense capacité de se renouveler, de trouver des solutions. On parlait de la technique, elle est en train de changer de méthode. Donc, c'est un message d'espoir, alors même qu'on est dans une actualité qui nous laisse l'impression que les choses ne s'améliorent pas quand même. Et je crois que c'est la force de la jeunesse d'imaginer le monde de demain et de se dire qu'il y aura des solutions. C'est ce que je ressens quand je parle avec mes fils. Plus que moi, ils ont une confiance dans le lendemain. Plus que moi. Donc je me dis, c'est ça la vraie force. Merveilleux. Christian de Portzamparc, un très grand merci de m'avoir reçu et permettez-moi de terminer par une citation qui vous caractérise, à mon sens beaucoup, celle de Victor Hugo, qui souligne que l'architecture est le grand livre de l'humanité, l'expression principale de l'homme à ses divers états de développement, soit comme une force, soit comme une intelligence. Christian de Portzamparc, merci de faire partie de cette page de la grande histoire de l'architecture. Merci pour la profondeur de vos mots, pour votre intelligence, pour votre force. Et merci de nous avoir encore fait beaucoup plus goûter et vivre votre passion. Un très grand merci. Merci.